quelque chose d'unique dans le monde, pas seulement arabo-musulman, mais dans le monde entier, d'un soulèvement populaire aussi immense, aussi serein, aussi pacifique. Aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Mais je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Ah bah oui, Bouteflika, c'était Pharaon. C'était « je suis indestructible. Je vais vers la présidence à vie. L'Algérie m'appartient ». Et là, il tend une lettre tremblotant. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans sa lettre? Il faisait ça avec les flingues des militaires derrière le dos. L'état-major était prêt à envoyer, si besoin, les chars à la présidence. Bouteflika avait imaginé une fin glorieuse et il a eu une fin pitoyable. Bouteflika, en 20 ans, a réellement construit un régime totalement corrompu. On s'est libéré du colonialisme. Aujourd'hui, on se libère de ce qui est venu après, c'est-à-dire la dictature. Est-ce que c'était écrit la démission de Bouteflika? Oui, c'était écrit, c'était inévitable, c'était impensable que même les plus conservateurs continuent à s'entêter pour maintenir au pouvoir un homme qui ne pouvait plus effectivement l'exercer. Nous sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle algérienne. Abdelaziz Bouteflika vient d'enchaîner 4 mandats, 20 ans d'un règne sans partage. Ce jour-là, à Alger, dans la salle de la Coupole, le FLN, le parti au pouvoir, lance sa candidature pour un 5e mandat. Seulement voilà, le vieil homme de 82 ans est très malade depuis des années. Ses apparitions en public sont rarissimes. Impossible pour lui de faire campagne. Dans des écrans géants, des clips avec des images d'archives d'un président fringant, en pleine forme. J'ai l'honneur d'annoncer que le FLN présente la candidature du combattant Abdelaziz Bouteflika. En l'absence du président candidat, c'est un cadre qui va faire campagne. Il y a un fameux meeting, le meeting de la Coupole, qui appelle à la candidature de Bouteflika, avec un cadre, un portrait. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe à ce moment-là? Oui, là, le président a disparu. Donc c'est son cadre qu'on agite dans tous les événements officiels. Et donc en l'absence du chef, ces partisans qui agitent son cadre décident qu'il va concourir, il va offrir son corps et ce qui lui reste d'esprit à l'Algérie pour un 5e mandat. Pour soutenir le cadre, un public venu de tout le pays, avec des cars spécialement affrétés pour l'occasion. Ces soutiens aux candidats fantômes ont été achetés avec des sandwichs de faux militants, surnommés depuis les cachéristes. Le cachir, ça vient de kasher, la viande cachère pour les juifs. Et en fait, c'est la charcuterie en Algérie. Et en fait, le pouvoir algérien, les pro-Bouteflika, motivaient les gens pauvres, les motivaient pour venir au meeting, pour remplir les salles avec
ce morceau de kachir, de charcuterie. Si tu viens, on donne un sandwich au kachir. Et clou du spectacle, une scène sortie d'un film de David Lynch. Les dirigeants du FLN, avec en guest star le chanteur Cheb Mami, ont un cadeau pour le président. Ils offrent donc un cadre à un cadre. C'était absolument hallucinant. Et là, on sent un dérapage pathologique à l'intérieur du pouvoir. Il n'y a pas autre chose pour expliquer. On est complètement dans une espèce de folie générale et d'insulte à l'intelligence du peuple algérien. Vous pensez que ça, c'est la provocation de trop pour la jeunesse algérienne notamment? Oui, c'est inacceptable. Là, à un moment donné, c'était pas possible. Surtout que le caractère algérien, je me méfie quand on parle du caractère des peuples, mais un caractère impétueux, voire tempétueux, mais enfin c'est un peuple fier et batailleur. Hein. La France en sait quelque chose, si je peux me permettre. L'Algérien est un homme fier. Il est certes un petit peu parfois nerveux, parfois chaud, mais aussi c'est un homme fier et on ne peut pas jouer avec sa dignité. Tout ça fait que les Algériens se disent non, c'est pas possible, ça ne doit pas continuer, on doit arrêter cette mascarade. La coupole et cette candidature pour un 5e mandat vont devenir l'épicentre d'un tremblement de terre qui va toucher toute l'Algérie. La première secousse surgit une semaine plus tard à Kerata, une ville côtière en Kabylie. Alors qu'en Algérie manifester est interdit, plusieurs centaines d'opposants sortent dans la rue pour dire non au 5e mandat de Bouteflika. Ça a commencé à Kerata, j'ai vu que les gens exprimaient leur refus au 5e mandat. C'était une première pour moi, je ne savais pas qu'on... En fait, dans ma tête, c'était Bouteflika, on pouvait pas être contre Bouteflika. On était contre, mais on ne pouvait pas exprimer notre refus, en fait. La colère se propage ensuite à Kenchela, à l'est du pays. Le maire FLN de cette ville a accroché une affiche géante de Bouteflika sur sa mairie. Les manifestants n'ont plus peur et prennent d'assaut le bâtiment. Et on va voir à partir de ce moment-là des portraits de Bouteflika, des posters de Bouteflika arrachés dans plusieurs villes d'Algérie. Voilà, alors au cadre qui est brandi dans les cérémonies officielles répond la destruction de l'icône, de l'image du président, des portraits géants qui étaient affichés ici et là. Le portrait est piétiné. Des images impensables en Algérie, quelques jours plus tôt. Je m'y attendais pas. C'est vrai qu'en fait, son portrait est devenu... il faisait partie de l'Algérie. On le voyait partout. C'était impressionnant de voir des gens piétiner sa photo. Le gaz était partout et donc là où il y a eu une étincelle, ça a explosé. Ça m'a encouragée, en fait. J'ai su que le peuple ne va pas se taire dorénavant. La colère trouve une chambre de résonance sur les réseaux sociaux. Ces images inédites, vues par des millions d'Algériens, tournent en boucle. Et soudainement, sur Facebook, fleurissent des appels pour une grande manifestation nationale le 22 février. Les réseaux étaient enfiévrés, enflammés, et qu'on voyait bien qu'il y allait se passer quelque chose. Tous les gens disaient « sortons le 22 février ». Tu voyais ça sur les réseaux sociaux. Le 22 février, allons manifester. Les gens se sont tous mis d'accord sur cette date-là. Les comptes Facebook qui appellent à cette manifestation sont tous anonymes. Personne ne sait qui se cache derrière. Ces appels-là étaient anonymes parce que les Algériens avaient peur qu'on identifie un parti ou un courant ou une idéologie, de se dire « ah, ça vient des islamistes, ah non, ça vient des laïcs, ah, ça vient des gens de gauche ou de droite ». Les gens voulaient être le plus neutre possible pour toucher le plus de monde possible. C'est ça ce qui est beau dans l'histoire, il y a ce côté mystérieux, on ne sait pas d'où il est parti. C'est qui l'a appelé à sortir dans les rues le 22 février, un vendredi. Le 21 février, l'Algérie s'endort sans savoir que le lendemain, le pays va vivre un tournant historique.
La manifestation est prévue pour 14 h. Pour l'instant, c'est un vendredi, jour de prière, comme les autres. La plupart des boutiques sont fermées. Chez eux, les Algérois sont perplexes. Je me souviens le 22 février. Toute la matinée, je me suis demandé si j'allais sortir ou pas. J'étais dans un dilemme. Je ne savais pas si c'était bien ou mal, si ce n'était pas une erreur d'aller manifester. Jusqu'à 13 h, on était encore dans l'interrogation, dans le doute. Les Algériens vont sortir ou non. Comme à chaque rumeur de manifestation, les autorités voient large sur le dispositif policier. Les forces de l'ordre quadrillent toute la ville. Ça ne dissuade pas Sofiane Djilali, un opposant à Bouteflika. Avec d'autres militants de son parti politique, ils rejoignent le centre d'Alger. On était, je pense, une vingtaine. On est parti sur Alger. Alors on voyait c'était vite, il n'y avait personne. On se faisait déjà surveiller, il y avait des gens qui nous suivaient, on a tout de suite compris, ils avaient des talkie-walkie. Au même moment, la journaliste Naïla Latrousse a rendez-vous avec un ancien ministre qui a ses entrées à la présidence. Et au moment où je le vois, à peu près à l'heure du déjeuner, arrivent chez lui des proches d'Abdelaziz Bouteflika. Et s'engage la conversation autour de la manifestation à venir, mais à leur connaissance, il n'y aura pas plus de 300 000 personnes sur tout le territoire. C'était largement sous-estimé. 14 h, fin de la prière. L'Algérie retient son souffle. L'acte 1 de la chute de Bouteflika peut commencer. Les rues se remplissent en quelques minutes. Les manifestants arrivent des 4 coins d'Alger et se retrouvent très vite face au barrage policier. D'un seul coup, la foule avait pris de l'ampleur, le barrage policier s'est effondré et il y avait des clameurs partout et la rue était inondée de monde. On ne sait même pas d'où c'est venu. Aucune ne réalisait ce qui se passait. Et tout le monde, on est nombreux, c'est vrai que les gens viennent, ça prend, on y va. Et le boulevard Hassib Boumbalit est noir de monde. En arrivant à boulevard Amiroche, c'est encore noir de monde. En arrivant à la Grande Poste, c'est une marée humaine. Et quand on prend le front de mer, c'était une déferlante. Plus d'1 million de personnes ont inondé les rues de la capitale. Mais ce soulèvement populaire touche aussi des dizaines d'autres villes en Algérie. Jamais le peuple algérien n'a eu ce nombre et cette mobilisation formidable. Jamais depuis l'indépendance, l'Algérie n'a eu une telle mobilisation. Géographiquement, ça n'a pas été limité dans aucune région, c'était partout, c'était du sud à l'est, à l'ouest. Et les slogans étaient les mêmes partout. En briguant un 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika a jeté son peuple dans la rue. Le président algérien, jusqu'ici intouchable, est la cible de tous les slogans. Le 22 février, tout le monde est sorti avec la même revendication et le même slogan. Bouteflika, pas de 5e mandat. Je suis sorti contre le 5e mandat. On demande un président bien portant, qu'on voit et qui nous voit. C'est toujours la même bande qui nous gouverne. On n'en veut plus. Le 22 février, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il y a cette espèce de découverte de la force d'un peuple dans la rue, quand il décide justement de reprendre en main son destin, de se dresser, de ne plus se laisser faire. Tout le monde était sorti pour récupérer un espace et pour récupérer la citoyenneté. J'ai trouvé ça
comme une renaissance. Comment vous dire, sensation extraordinaire de liberté. C'était un moment où cette chape de plomb avait explosé. Et je crois que personne n'oubliera ce jour. Le Irak, qui signifie littéralement mouvement en arabe, est lancé et ne s'arrêtera plus. Chaque mardi et vendredi, les Algériens vont crier leur colère contre un régime à l'agonie, contre un président mal élu 20 ans plus tôt. En 1999, l'Algérie sort de 10 ans de guerre civile. Le pays est à genoux, fracturé de toutes parts. Pour tourner la page de ces années sanglantes, une élection présidentielle anticipée est organisée. Les candidats à l'élection ont décidément beaucoup Thierry Tullier suit la campagne pour France 2. Les électeurs sceptiques que leur vote peut changer les choses en Algérie. Je couvre donc l'Algérie et on me dit tiens, tu devrais rencontrer Bouteflika parce qu'il a toutes les chances d'être demain le futur président. Donc j'interroge tous ceux que je peux interroger, tous mes contacts sur place et je rencontre Bouteflika qui m'invite à le suivre dans sa campagne très tôt. Je voyage même avec lui dans son avion. Une campagne qui, au départ, semble démocratique. Bouteflika, 62 ans, s'affiche comme l'homme providentiel face aux 6 autres candidats. La première réaction que j'ai quand je le vois, c'est que c'est un homme qui a le verbe haut, qui parle un français absolument parfait, qui a une connaissance de l'histoire et de la culture française hors norme. C'est un admirateur sans limite, sans borne de Gaulle. Abdelaziz Bouteflika possède en plus un CV déjà bien rempli. Après la guerre d'indépendance, il a dirigé la diplomatie algérienne pendant 16 ans. Moi, je l'ai connu à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères de cette Algérie nouvelle. Il incarnait cette volonté de l'Algérie de faciliter la libération des peuples à travers le monde. À l'époque, il a un look années 60. Hein. Il a la chevelure un peu laissée aller. C'était le plus jeune ministre de l'époque, ministre à 26 ans, de la jeune République algérienne, avec tout l'aura de l'Algérie de l'époque. J'ai remis un message du président Boumedienne au président de la République française et qu'en particulier, il y a dans ce message une invitation du président Boumedienne au président de la République française à visiter l'Algérie. Il n'y a pas 40 ans et déjà il côtoie Kennedy, il côtoie Castro, il côtoie Nasser, les grands du monde, etc. Mais son ascension fulgurante est stoppée en 1981. Une affaire de corruption le contraint à l'exil, en Suisse et aux Émirats arabes unis. En 1999, après une longue traversée du désert, l'ancien ministre signe son grand retour. Pour cette présidentielle, le candidat de l'armée, c'est lui. Selon les généraux, cet homme neuf, qui a passé la décennie de guerre civile loin du pouvoir, est le seul capable de ramener la paix. La parfaite vitrine pour le régime et pour rassurer ses interlocuteurs étrangers. Évidemment, il était de nature à rassurer et à normaliser d'une certaine manière le visage politique, le paysage politique algérien. L'administration roulerait pour Abdelaziz Bouteflika, que tous présentent comme le favori. Soutenu par les appareils officiels, beaucoup voient en lui le prochain chef de l'État. Quand il arrive, l'armée est affaiblie et fragilisée au niveau international. Donc il a une mission, c'est de réhabiliter l'image de l'Algérie à l'étranger. Tous les moyens de l'État étaient mis à disposition d'Abdelaziz Bouteflika. Peut-être même un peu trop. Des soupçons de fraude vont très vite entacher le scrutin à venir. La campagne dérape. On espère que ça va se passer dans de bonnes conditions et dans l'honnêteté surtout. Les autres candidats, eux, en ont la certitude. Les dés sont pipés d'avance. Tous les autres candidats, à part Bouteflika, vont faire un communiqué commun et décider de se retirer de cette élection. Nous décidons notre retrait collectif des élections présidentielles et la non-reconnaissance de la légitimité des résultats de ce scrutin. Les candidats expliquent que l'élection est jouée d'avance,
qu'elle est truquée, que ce n'est pas une élection ouverte, que ce n'est pas une élection transparente, que les urnes seront bourrées, qu'en réalité c'est l'armée qui organise cette élection, qui installe Abdelaziz Bouteflika sur un fauteuil. Et badaboum, le rideau tombe. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'est plus tout à fait dans une élection classique. Il n'y a plus d'élection. Pourquoi voulez-vous qu'il vote? Pourquoi voter, il n'y a plus d'élection? Pourtant, l'élection aura bien lieu, avec un Bouteflika seul en lice. Au micro de Thierry Tullier, il menace même les électeurs qui oseraient ne pas voter pour lui. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. Et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. Pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Ils rompt incontestablement avec le style de ses prédécesseurs. C'est un érudit, c'est un homme éduqué, donc en gros, il a une vision du peuple algérien comme étant plutôt ses obligés ou ses sujets que comme des citoyens. Un érudit, c'est un homme éduqué, donc en gros, il a une vision du peuple algérien comme étant plutôt ses obligés ou ses sujets que comme des citoyens. Un ton méprisant pour son peuple et une victoire écrasante comme prévu. Son score affiche 74% des voix. 74%, c'est quand même respectable. Je n'aime pas les 99%. Bouteflika était le seul candidat, donc il ne risquait pas de perdre. Il est arrivé premier. À peine élu, il fait déjà descendre les Algériens dans la rue. Les manifestants dénoncent un coup d'État par les urnes. La majorité des Algériens, ils n'ont pas voté, c'est faux. Trop, c'est trop. On ne respecte pas. Bon, on peut dire que ça a commencé à déraper depuis le début, parce qu'il n'a pas été élu. Il a été placé presque de force par l'armée. Je pense que là, déjà, il y avait un véritable souci, parce que déjà, le message est très clair. Le message est pas d'alternance, pas d'opposition. On a besoin d'un chef, on met un chef. Donc déjà, c'était mal parti. L'armée, faiseuse de rois, affiche une nouvelle fois son rôle prépondérant dans la politique algérienne. Et Bouteflika, le mal élu, s'installe sur le trône pour 2 décennies. Nous sommes 4 jours après la manifestation monstre du 22 février et jusqu'ici aucune sortie publique du président Bouteflika. Depuis quelques années, à cause de sa maladie, il a physiquement déserté le palais présidentiel. Il vit dans une résidence médicalisée à Zeralda, sur les bords de mer. Le site, ultra protégé, a été aménagé par les renseignements militaires. Je crois comprendre que les autorités algériennes avaient transformé une des villas en maison médicalisée pour assurer au président Bouteflika des conditions de vie qui à la fois préservent sa santé et lui permettent d'exercer des responsabilités. On a découvert Zeralda un peu par hasard parce qu'il y avait des visiteurs étrangers importants qui allaient à Zeralda, donc c'est à 61 km à l'ouest d'Alger, une résidence médicalisée où il est là avec tout un... Il y a même un laboratoire d'analyse afin que l'information ne filtre pas. Les informations sur l'état de santé du président algérien sont rarissimes. Mais surprise, alors que l'Algérie est dans la rue, Bouteflika, lui, est à l'étranger. Le sort d'Abdelaziz Bouteflika et celui de l'Algérie se joue en partie en Suisse. Le secret entoure l'état de santé du président hospitalisé à Genève. Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, et donc en Suisse depuis dimanche 24 février. Azdine Ahmed Chaouch, journaliste pour l'émission Quotidien, se met immédiatement sur le dossier. J'actionne quelques sources, comme on dit, à Alger. Et là, on me dit, tu devrais, à mon avis,
te rendre à Genève, mais pas de confirmation, impossible d'avoir des infos, impossible d'avoir des offs, comme on dit, de la présidence ou du gouvernement algérien, tout ça évidemment très fermé. Donc je pars à Genève tout simplement. Sur place, le journaliste apprend qu'il serait au 8e étage, dans un service VIP. Azdin Ahmed Chaouch tente sa chance et rentre discrètement dans l'hôpital. J'ai ma petite poche là comme ça de chemise et je mets mon téléphone portable là avec l'objectif qui ressort, je fais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je rentre, les portes sont ouvertes et là il y a un policier suisse en faction devant une chambre et une infirmière qui fait des allers-retours. Je comprends qu'il se passe un truc et là je tente un coup de bluff. Bonjour. Je veux savoir si M. Bouteflika était ici. Je sais pas. C'est qui vous... Allez, va. Ouais, ça marche. Merci, madame. Je suis non, c'est pas possible. Peut-être qu'elle l'a dit comme ça et tout. Je fais bon. Donc le frère serait là. Et là, en déambulant, je tombe sur Nasser Bouteflika. Et là, je le vois, je le croise. Il passe devant moi. Effectivement, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pensé, j'ai regardé plusieurs fois l'image. J'ai demandé à plusieurs sources. Je me dis, mais c'est vraiment lui qui était là. Effectivement, il était vraiment... Enfin, l'infirmière qui sort de la chambre sortait de la chambre d'Abdelaziz Bouteflika. Les autorités algériennes avaient affirmé qu'il ne s'agissait que d'un contrôle de routine. Abdelaziz Bouteflika va finalement rester 2 semaines à l'hôpital de Genève. De l'autre côté de la Méditerranée, alors que la rue demande toujours le départ de Bouteflika, son directeur de campagne dépose à sa place son dossier de candidature pour un 5e mandat. Malgré le climat insurrectionnel, le scoop sur son hospitalisation est pris avec humour. Tout de suite sur Facebook s'organise une campagne très rapide, très massive, virale, qui devient tout de suite virale, d'appeler l'hôpital pour demander des nouvelles, tout simplement. Puisqu'on ne nous parle pas de notre président, personne ne nous donne de nouvelles du président, nous, on va appeler l'hôpital. Ah. Bonjour, madame, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'un malade qui est à l'hôpital Genève. Normalement, il s'appelle Bouteflika Abdelaziz. On l'a pas dans la liste de nos patients hospitalisés. Ah, normalement, madame, au 8e étage, espace privé. Et ils ont saturé le réseau. Et puis on entendait des vannes et des blagues sur ça. Ok madame, donc si tu peux lui transmettre un message de l'appel du peuple algérien, dis-lui qu'il ne revient plus en Algérie, on n'a plus besoin de lui, ok? Donc ils ont appelé, ils ont fait semblant d'être des livreurs de pizza. Mon livreur, il est coincé au 8e étage. Et là, ils ont commandé une 5e pizza. C'est pas mal celle-là. Et ils doivent payer les 4 pizzas, sinon il n'y aura pas de 5e pizza. C'est aussi simple que ça. Mais l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas toujours fait rire les Algériens. Depuis quelques années, le pays est gouverné par un président fantôme. À 77 ans, après avoir été victime d'un grave AVC un an plus tôt, Abdelaziz Bouteflika se présente pour un 4e mandat. Il accomplit son devoir électoral, cloué sur un fauteuil roulant, sans dire un mot. Il est dans quel état physique? Dans quel état mental? Il est certain que, avec les AVC, à un moment donné, assez vite, Bouteflika n'est plus en état de communiquer normalement, qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. On a gardé au pouvoir un homme malade, impotent, qui ne parle pas, qui ne se met pas debout. Il ne gouverne presque plus, il gouverne par procuration à travers ses 2 frères. Et puis là, entre en scène, malheureusement, quelques grandes notabilités et quelques personnages politiques étrangers qui viennent rendre visite aux grands malades, mais comme si qu'il parlait à un président qui disposerait de ses facultés. Le président François Hollande fait partie de ces chefs d'État qui ont fait semblant. En 2015, il débarque à Alger pour rendre visite à son homologue algérien. Abdelaziz Bouteflika est incapable de l'accueillir sur le tarmac.
Le gouvernement se charge du protocole. Nous n'avons aucune information sur l'état de santé de Bouteflika parce qu'on ne communique pas là-dessus. La maladie du président était érigée au rang de secret d'État. Jack Lang est dans le secret des dieux. Pour ce déplacement officiel, il est aux côtés de François Hollande. Là, pour le coup, vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez avant de le rencontrer? Racontez-nous ce moment. Oui, François Hollande avait eu la gentillesse de m'inviter à l'accompagner dans son voyage d'État et de m'associer aux entretiens qu'il a eus avec Bouteflika à Zeralda. L'ancien ministre de la Culture se trouve à quelques mètres d'un président algérien figé. Le moindre geste est un effort. L'entretien, en raison de sa situation physique, a duré un certain temps, puisque Bouteflika devait reprendre sa respiration en permanence, et nous devions nous-mêmes, patiemment, respectueusement, attendre qu'il puisse reprendre son souffle et poursuivre son raisonnement. À la sortie de cet entretien, pas question pour François Hollande de faire un bilan de santé. Lors de son point presse, il va s'en sortir avec une pirouette. Vous m'interrogez sur sa santé, je ne suis pas médecin. Et je ne viens pas comme médecin. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Tous les confrères et consoeurs qui étaient présents étaient « c'est quoi ce mot, alacritas, d'où il sort ça ?» Donc on était tous plongés dans Google Translate, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est là où j'ai découvert ce terme, je suis parti voir le Larousse. Alacrité. Il est très amusant, ce monsieur. On aurait pu éviter ça. En moins dur, je l'ai vu. Mais pourquoi insister sur le fait qu'il va bien? Tout le monde savait que Bouteflika était dans un état semi-comateux, ne parlait plus ou était incapable dans un état presque végétatif. Quand François Hollande dit alacrité, il n'y a pas la volonté du président de la République française de masquer l'état de santé réel du président Bouteflika? Oui, il y avait, si j'ose dire, alacrité, si l'on réunissait l'ensemble des propos en gommant les moments de respiration ou les moments au cours desquels Bouteflika devait reprendre son souffle. Est-ce qu'il y a aussi un côté réel politique chez François Hollande à ce moment-là? Oh ben lui toujours, mais normal. C'est quand même compliqué pour un chef de l'État de dire écoutez, j'ai vu mon collègue, il va très mal. C'est pas à lui de le dire. Les dernières années du 4e mandat de Bouteflika vont s'achever péniblement. Il n'apparaît quasiment plus en public. Mais dans n'importe quel pays, avoir un président fauteuil roulant qui ne s'exprime plus, qui reçoit les grands de ce monde avec la consigne de ne pas révéler son état de santé, faire croire à son peuple que c'est lui qui dirige, alors que c'est un clan qui dirige, pour les Algériens, c'est leur cracher la figure pour certains d'entre eux. Et l'humiliation va toucher à son paroxysme. Pour remplacer le président absent, c'est donc dorénavant le fameux cadre qui défile. Au même moment, le clan Bouteflika prend de plus en plus de place au palais présidentiel. Très vite, dans les manifestations qui suivent le 22 février, des slogans anti-corruption font leur apparition. Qu'il parte, ce régime pourri, corrompu, menteur et voleur. Allez, partez, barrez-vous. La corruption, sujet très important dans la guerre. La preuve, on entend ça sans arrêt dans les rues d'Alger. Qu'est-ce qu'on entend? On entend que les corrompus doivent être jugés, qu'ils doivent être arrêtés. Les gens n'aiment pas les corrompus, comme en France.
Parce que la corruption, c'est pas simplement de l'argent public qui est volé, c'est aussi une économie qui est étouffée. Une économie qui repose exclusivement sur le pétrole et sur le gaz. Mais cette manne financière, qui a atteint des centaines de milliards de dollars sous l'ère Bouteflika, les manifestants aimeraient bien eux aussi en voir la couleur. Ils ont volé le pays. Ils ont pris la vache, le lait, l'herbe, tout. Ça suffit. Laissez nos enfants vivre. Ils n'ont rien fait pour notre pays. Rien pour l'éducation, rien pour la santé, rien du tout. Ils n'ont rien construit. Ils ont volé. Voilà ce qu'ils ont fait. Les Algériens observaient au quotidien le train de vie de ces oligarques locaux, de ces barons locaux qui s'enrichissaient sans honte but, se construisaient des palaces, roulaient carrosses. Et eux, le commun des Algériens, vivaient au quotidien dans la difficulté, quand ils n'étaient pas au chômage, ou même quand ils avaient un emploi très précaire. Dans les cortèges, Bouteflika est grimé en homme de paille. L'épouvantail du président malade protège un clan qui pille les ressources du pays. Dans la ligne de mire des manifestants, un autre Bouteflika, Saïd, le frère cadet du président. Cet homme de 62 ans, très discret, est calife à la place du calife depuis que Bouteflika est malade. Selon les manifestants, ses liens avec le milieu des affaires le placent au cœur de tous les soupçons de corruption. Saïd Bouteflika, il a été officiellement chargé des questions informatiques. C'est ça son conseiller chargé des questions informatiques. Mais en vérité, il était chef d'état-major de l'armée, chef des services de renseignement, ministre de la Défense, ministre de l'économie. Le seul qui avait un accès privilégié, qui pouvait voir son frère à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'était Saïd. Donc tout le monde passait par Saïd. Le Premier ministre, les ministres, les ambassadeurs, voilà. Donc il devenait pratiquement le président de la République. Mais évidemment, lui, il ne s'intéressait pas au pouvoir, il s'intéressait à qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme marché avec telle entreprise, voilà. Pot de vin, gaspillage de ressources publiques et favoritisme. Les scandales liés à la corruption ont rythmé les 4 mandats de Bouteflika, mais l'un d'entre eux a particulièrement choqué l'opinion publique algérienne. Avril 2009, des ouvriers achèvent un tronçon d'une autoroute qui doit traverser le pays d'est en ouest. Une infrastructure qui doit changer la vie des Algériens. C'est le chantier du siècle, signé Bouteflika. Un ruban de goudron de 1216 km qui traverse tout le pays, du Maroc à la Tunisie. Ce qui a beaucoup étonné les experts de ce type de projet, les experts au niveau international, c'est qu'on ne lance jamais un projet d'une aussi grande dimension d'une seule traite. C'est des projets en général saucissonnés. On commence par réaliser 100 km entre 2 ou 3 départements, 200 km en autre. Là, c'était de la folie, d'emblée balancer plus de 1000 km d'un seul coup. L'autoroute Est-Ouest est devenue le symbole de la corruption algérienne. Au départ, son coût devait s'élever à 11 milliards de dollars. Mais la facture monte très vite à 13 milliards. Finalement, elle aurait coûté 17 milliards de dollars. On sait combien coûte un kilomètre d'autoroute en Europe. On sait combien coûte un kilomètre d'autoroute au Maroc ou en Tunisie. Lorsque un kilomètre d'autoroute coûte 1 million d'euros, en Algérie, il coûte 4. Donc, c'est ça qui permet de dire qu'il y a nécessairement dissipation de ressources, donc corruption. Les ponts de vin, c'est effectivement presque du 10%, ce qui est quand même au-dessus, j'allais dire, des normes en matière des pratiques habituelles, autour du 3 à 4%. On est dans le 10%. Donc le pot de vin se chiffre à 1 milliard de dollars qui a été réparti entre plusieurs intermédiaires. Donc c'est assez énorme. On retrouve des rétrocommissions, là aussi à tire-larigot, ministres, chefs de parti, préfets. Et c'est carrément l'autoroute la plus chère au monde, finalement. C'est le tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche a été réalisé en 5 ans. Et 2 fois moins cher que l'autoroute. Et l'autoroute, c'est pas terminé. Le chantier aurait dû être terminé fin 2009. Mais 10 ans plus tard, il manque toujours un tronçon de 80 km.
Et l'autoroute la plus chère au monde se révèle en plus d'une qualité douteuse. Et quand on voit l'état de l'autoroute, comment elle est maintenant, aussi en Algérie, on l'appelle l'automoute. Mout, ça veut dire mourir. Donc, et tous ces défauts de fabrication, etc., viennent justement de ce côté-là de la corruption, parce que on va aller payer, on fait payer les copains, on fait travailler les amis, qui ne sont pas vraiment des professionnels de la construction d'infrastructures aussi importantes. Normalement, avec toutes les ressources du pays, ils auraient pu nous construire une autoroute dans le ciel. En plus, sur celle qu'ils ont construite, il y a des trous tous les 100 mètres. Ils se sont gavés dessus par milliards de dollars. C'est pas des petits joueurs, c'est par milliards. Mais ça montrait cette incroyable indigence de l'État, dans le sens où même pour un projet aussi important, on n'avait même pas les mécanismes de contrôler des budgets ou faire attention à ce qu'il n'y ait pas autant de corruption dans le système. Parce que Bouteflika avait neutralisé tous ces contre-pouvoirs à l'intérieur. L'autoroute ne représente qu'une partie du magot. Selon une association qui lutte contre la corruption en Algérie, sur les 15 dernières années de la gouvernance Bouteflika, au total, 60 milliards de dollars auraient été détournés. Deuxième vendredi de manifestation. Des barrages de police empêchent le cortège de se rapprocher du palais présidentiel. Les forces de l'ordre sont nerveuses. Mais entre deux tirs de gaz lacrymogène, la foule se met à gronder un slogan. Et se lève, les mains en l'air. La jeunesse répond, on est pacifique. On ne veut pas d'affrontement. Pourtant, la jeunesse algérienne est capable, est totalement suffisamment courageuse pour aller à l'affrontement. Non, ils ne le font pas. On parlait avant en Algérie de la culture de l'émeute. Dès qu'on avait besoin d'un raccordement d'électricité ou d'un arrêt de bus, eh ben on brisait quelques vitrines ou on attaquait un commissariat. Là, pas du tout. Je me disais, mais c'est impossible qu'on reste pacifique. Ce n'est pas possible avec toute cette colère. Finalement, on a montré une autre image. Finalement, on est beaucoup plus fort que ça. La silmiya, la stratégie de la non-violence. C'est l'arme numéro 1 des manifestants. Les gens ont vu que le côté pacifique anesthésiait d'une certaine façon le pouvoir, qui avait peur de choisir la répression. Ils ont décidé de s'y tenir coûte que coûte. Coûte que coûte. Malgré la répression, malgré les provocations. Et ça montre une chose, c'est que ce peuple a gagné en maturité au point d'être plus responsable que le régime. C'est-à-dire que le régime qui se retrouve infantilisé. On a même vu des scènes incroyables où des policiers, qui étaient 3-4, arrêtent un manifestant au milieu de la foule. La foule peut parfaitement libérer le manifestant, mais ça veut dire qu'il va y avoir un incident. Et donc, ils laissent le manifestant se faire arrêter. Mohamed Tadjadit est l'un des visages de ce mouvement pacifique. Pendant les manifestations, ce jeune homme de 25 ans déclame des poèmes aux rimes acerbes contre le régime. Pour ses vers contestataires et pour ses publications sur les réseaux sociaux, celui que l'on surnomme le poète du Irak a passé plus d'1 mois et demi en prison pour atteinte à l'intérêt national. Ils ont réprimé le peuple pour le faire sortir de son pacifisme. Ils ont tout fait pour rendre le peuple violent. Ils nous ont frappés, ils nous ont provoqués. Mais les manifestants n'ont pas bougé. Si nous avions réagi, ils auraient eu un prétexte pour nous réprimer sous couvert de maintenir l'ordre. Mais le peuple est conscient de ces manipulations. Plutôt mourir que de devenir violent. Qu'ils nous tuent même, qu'ils nous tirent dessus. On leur dit, continuez à nous tirer dessus, allez-y. Mais on ne rentrera pas dans le cycle de la violence. Face à la répression, voici la réponse en mode silmiya.
Sens de la répartie, slogan ciselé, mise en scène comique, l'humour fait aussi partie de l'arsenal du parfait manifestant algérien. Celui-là se moque du cadre du président. Lui a sorti le kachir, le fameux saucisson, pour tourner en dérision les militants pro-Bouteflika de la coupole. Humour et civisme, les manifestants s'occupent même du ménage. Je vous laisse imaginer comment on brocardait les gilets jaunes parisiens. Il disait il faut qu'on la ramène, il fasse un stage ici en Algérie pour apprendre un peu quelles sont les vertus de la lutte pacifique. Leçon pratique. Quand le cortège passe devant un hôpital, voilà ce qui se passe. Silence pour ne pas déranger les malades. Parmi les manifestants, certains jouent un rôle particulier. Ce sont les supporters des clubs de foot qui vont mettre l'ambiance, mais surtout encadrer les cortèges. C'est quoi le rôle des supporters de foot? On a du mal à l'imaginer ici. C'est capital, c'est capital. Très vite, les supporters de foot qui ont une expérience justement des accrochages dans la rue, des forces de sécurité, comme on dit, les meilleurs douaniers sont les anciens contrebandiers, les meilleurs non-violents sont les hooligans repentis. Ça va être le cas. Et ces supporters-là qui ont assuré vraiment le pacifisme jusqu'au bout. C'est-à-dire ils ont évité par tous les moyens toute confrontation avec les forces de l'ordre. Pourtant, ils avaient l'habitude dans les stades. C'est eux qui vont savoir à quel moment il faut s'arrêter, parce qu'il y a un cordon de police, il y a un symbole de l'État. C'est eux qui vont vraiment prendre en charge le service d'ordre d'une contestation à qui ils ont déjà donné ces grands champs de ralliement. Dans les stades chaque week-end, ces supporters crient leur colère contre le régime de Bouteflika. Ce chant s'appelle la Casa del Moradia. El Moradia, le nom du palais présidentiel. Les paroles s'attaquent aux 5 mandats de Bouteflika. Les tribunes de foot, rare espace de liberté dans un pays où la contestation est muselée. La Casa del Moradia, référence à la célèbre série La Casa del Papel, c'est l'hymne du Irak, repris à chaque manifestation. Elle est magnifique cette chanson. Il l'a chantée dans les stades avant le Irak. Mais les gens l'ont découverte vraiment dans les manifs. Les paroles prédisent l'avenir. Elles expliquent comment fonctionne ce pays et son régime. Elles racontent le vrai visage des oppresseurs de ce pays. Cette chanson explique comment les dirigeants réfléchissent et ce qu'ils planifient. Un chant mélancolique et contestataire pour crier une soif de paix et de liberté. Avec cette stratégie de la non-violence, les Algériens veulent éviter que se répète un scénario qui a traumatisé plusieurs générations d'Algériens. Octobre 1988. De violentes émeutes éclatent un peu partout en Algérie. Étudiants, chômeurs, syndicalistes, tous se soulèvent contre la hausse des prix et la pénurie alimentaire. Leur slogan face à l'armée est presque toujours le même, donnez-nous de la semoule.
Il y a eu des émeutes du pain, il y a eu des émeutes de la farine. Il y avait des Algériens qui n'en pouvaient plus face aux conditions de vie qui leur étaient faites dans un pays, rappelons-le, qui dispose de ressources. Le pouvoir répond par la force. Des chars sont postés au coin des rues. Les militaires tirent à vue. Une répression sanglante qui fait plus de 500 morts. L'armée enlève immédiatement les corps et ne les rend pas aux familles, probablement pour éviter toute comptabilité des morts, ce qui augmente encore les désirs de vengeance. Face à la pression des islamistes qui récupèrent la colère du peuple, le FLN engage des réformes. C'est la fin du parti unique. Une nouvelle constitution est promulguée. En 1991, des élections législatives sont organisées. Le premier tour donne la victoire au FIS, le Front islamique du salut, un parti qui prône entre autres la charia. Le pouvoir, qui se sent menacé, annule le processus électoral. En gros, on a le sentiment que les islamistes avaient le sentiment que le pouvoir était à portée de la main. Des élections avaient été interrompues entre les deux tours parce que justement il existait devant un raz-de-marée islamiste. Décision prise sans aucune information de la France naturellement, encore moins consultation. Décision algérienne du système algérien, militaro-politique. Le FIS est dissous, des groupuscules islamistes prennent le maquis. Le GIA, groupe islamique armé, sème la terreur. L'Algérie bascule dans la guerre civile. Ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté des islamistes qui se mettent à tuer, d'abord les forces de sécurité, dès 1992, après l'arrêt du processus électoral, ensuite les intellectuels et les journalistes, ensuite les chefs de parti, associations, ensuite les universitaires, les femmes qui refusaient le voile, et ensuite tout le peuple algérien. 2 explosions, la panique et l'horreur. Le premier attentat contre une manifestation publique en Algérie. La décennie noire a été réellement une abomination. Elle a été toute l'Algérie. Les villes, les villages ont fait l'objet de meurtres, d'assassinats. Vous ne pouvez pas vous déplacer en Algérie. Moi, il m'est arrivé de me déplacer un peu clandestinement, escorté par des gens qui étaient des gardes du corps, en vérité, parce qu'on ne travaille que comme ça, mais pas officiel. On ne savait pas si on n'allait pas tomber sur un faux barrage de l'armée tous les jours. Entre Kabylie et Alger, entre Alger et Oran, il y avait des faux barrages. Bon. Donc, les Algériens n'en peuvent plus. La décennie noire aurait fait entre 100 et 200 000 morts, ainsi que des milliers de disparus. Il faudra 10 ans à l'armée pour mater la guérilla islamiste. Il y a eu une lutte antiterroriste qui a été menée de façon implacable et totalement brutale par les forces de sécurité et par le pouvoir, qui a évidemment tué des terroristes qui avaient des armes en main, mais qui a tué aussi des islamistes qui n'étaient pas armés. Et à l'époque, on comprend que le pouvoir algérien, en gros les généraux, cherchent, en tout cas une partie de ces généraux, cherchent à sortir de ce face-à-face militaire et à trouver l'homme qui va pouvoir porter le discours de réconciliation nationale. Son nom, Abdelaziz Bouteflika. Tout juste élu en 1999, il met en place la Concorde civile, une loi d'amnistie pour tous ceux qui acceptent de déposer les armes. Moi, je suis venu pour la paix. Si le peuple algérien soutient ma démarche dans le sens de la paix, c'est parfait. Nous sommes en parfaite symbiose et je crois traduire le programme pour lequel il m'a élu. Pendant les 20 ans de son règne, Abdelaziz Bouteflika rappellera sans cesse que c'est grâce à lui que la page de la décennie noire a été tournée. Chez moi, je ne suis pas venu pour un Retour en 2019. L'insurrection dure depuis 12 jours. Abdelaziz Bouteflika est toujours hospitalisé à Genève, mais il reste candidat. Pour protéger le président, l'armée entre en scène. Tous les jours,
La télévision algérienne diffuse des images du puissant chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, qui fait le tour des casernes du pays. Ce jour-là, dans son discours, il tente une manœuvre pour sauver le régime. Devant un parterre impressionnant d'officiers, il agite l'épouvantail de la décennie noire. Grâce à l'éradication du terrorisme, l'Algérie a pu réunir les facteurs de sa stabilité. Mais aujourd'hui, certaines parties sont dérangées de voir l'Algérie stable et sûre. Ils veulent la ramener aux douloureuses années de la décennie noire, années où le peuple algérien a vécu toute forme de souffrance et payé un lourd tribut. Il a menacé en disant on va revenir aux années 90 en agitant le spectre islamiste. Donc, ça, c'est le logiciel du pouvoir. Et quand les manifestants rentrent chez eux le soir, au programme de la télévision publique, la propagande du régime. À chaque échéance, à chaque manifestation, quand ça bougeait un petit peu, quand il y avait des revendications par-ci par-là, eh ben, on avait la télévision nationale ou les autres, Nahar, Shourouk et tout le reste, qui lançaient un documentaire sur la décennie noire. Une musique angoissante et des images traumatisantes que nous avons floutées. Une guerre civile menée par des terroristes qui ont commis les pires massacres et les pires atrocités contre l'humanité. À la fin, ils disent, voilà, si tout ça n'existe plus, c'est grâce à Bouteflika et c'est grâce à la politique de Bouteflika. L'Algérie est sortie du chaos sans aucune aide étrangère. Grâce à Abdelaziz Bouteflika, le pays a tourné une page effroyable de son histoire. Donc du coup, si Bouteflika disparaît, c'est la catastrophe, c'est la violence qui va revenir. Problème pour le régime, son logiciel de propagande est aujourd'hui obsolète. La moitié de la population algérienne a moins de 30 ans. Dans la rue en ce mois de mars, cette vieille rengaine du retour de la décennie noire ne fonctionne plus sur cette jeunesse. Dans le passé, ça marchait. Ils passaient leur temps à effrayer les gens avec le retour de la décennie noire. Mais maintenant, le peuple n'a plus peur. La décennie noire ne peut plus revenir. En 30 ans, le peuple a évolué. Ils ne peuvent plus nous avoir. On a vu ce qui s'est passé. Notre société est traumatisée de ce qui s'est passé. Mais c'est cette nouvelle génération qui n'a pas vécu cette période qui a le courage d'affronter ce pouvoir, si je peux dire. Donc maintenant, on n'a pas peur. Le jour où Gaïd Salah parle de décennie noire, on en rigole dans les rues. On en rigole et on répond le lendemain. Vous ne nous ferez pas peur avec la décennie noire parce que nous, la misère nous a éduqués. Ça, c'est une réponse immédiate aux manipulations ou au discours du pouvoir qui dit « rentrez vite chez vous ». Ça veut dire que les arguments du pouvoir ne fonctionnent pas sur cette jeunesse. Exactement. Ils tournent à vide. Et on a de plus en plus l'impression d'un régime qui a un discours en vase clos, qui n'arrive plus à dialoguer avec cette société en marche. La mécanique du pouvoir était pourtant parfaitement huilée pendant les 20 ans de règne de Bouteflika. C'est notamment à cause de cette propagande du régime que l'Algérie a raté le printemps arabe de 2011. À l'époque, ces arguments avaient convaincu l'opinion publique. « 12 février 2011. L'Algérie tente son printemps arabe. Alors que les Tunisiens et les Égyptiens viennent de faire tomber leur tyran, à Alger, quelques centaines d'opposants à Bouteflika bravent l'interdiction de manifester. Abdou est un blogueur de 27 ans, jeune cadre et pourtant l'un des leaders de la contestation. Il veut une deuxième république, un changement complet de régime.
On a nos amis et nos voisins tunisiens qui se révoltent contre un dictateur, contre Ben Ali, et forcément, on essaye de faire quelque chose, on se révolte, on se dit peut-être c'est une chance pour nous de lutter contre ce régime-là. C'est pour ce drapeau qu'on se bat, c'est pour celui-là. Et on se retrouve place du 1er mai, et je me souviens ce jour-là, je crois que j'avais écrit un article sur mon blog où je décrivais un petit peu la situation. On avait l'impression qu'on était à la bataille d'Alger en 1957. Tous les chemins étaient bloqués. Des milliers de policiers. Alger était bleu de policiers. C'était incroyable à voir. Abdou et ses amis vont vite déchanter. Le jeune homme se fait arracher par des policiers en civil. C'était une répression terrible, je violentais, insultais de tous les noms, ce jour-là même menotté violemment et puis jeté en cellule. Pendant plusieurs mois, des tentatives de manifestations comme celle-ci seront réprimées par les forces de l'ordre. Le mouvement s'essouffle très vite, les ingrédients de l'insurrection ne sont pas réunis. Il n'y a pas eu de printemps arabe algérien? Non. Pourquoi? Il n'y a pas eu de printemps arabe algérien parce qu'on n'était pas si loin de la décennie noire. Pendant le printemps arabe, beaucoup se sont étonnés que les Algériens ne se soient pas rebellés, soulevés. Sauf que le peuple algérien était à ce moment-là assez résigné parce qu'il sortait de 10 années de terreur dans les années 90 et n'aspirait qu'à une seule chose, c'est-à-dire à vivre en paix, en toute tranquillité. Et donc n'aspirait pas effectivement à être dans la rue. La propagande du régime aussi, elle a fonctionné. C'est-à-dire que la situation géopolitique ne nous a pas non plus arrangé. Les choses commençaient à se compliquer en Syrie, des djihadistes commençaient à pénétrer les frontières en Syrie, en Libye, c'était pas la joie non plus. Et là, on se dit, cette géopolitique ne nous arrange pas parce que les Algériens ont peur. 2011, ce ne sont que quelques années après le traumatisme des années 90. Donc c'était très proche. Abdelaziz Bouteflika ne veut pas finir comme ses homologues Ben Ali ou Moubarak. Alors, pour étouffer définitivement la contestation, il va mettre la main au portefeuille. Ce qui s'est passé en 2011, c'est que les cours du pétrole étaient historiquement hauts. Et dans les mois, que dis-je, dans les semaines qui ont suivi la chute de Ben Ali dans la Tunisie voisine, les décideurs ont trouvé à distribuer 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Et donc, ils ont acheté la paix sociale, ils ont anesthésié le pays. Avec quoi? De tout, soit des hausses de salaire mirobolantes, aussi bien que pour les policiers que pour les universitaires ou les imams, d'une certaine façon, à tenir la population en la payant. Parmi ces 30 milliards, une enveloppe est même prévue pour Mohamed Sifawi. En plein printemps arabe, le journaliste algérien réfugié en France s'apprête à sortir un livre à charge contre Bouteflika. C'est un ami qui m'appelle un jour et qui me dit il y a un colonel de l'armée, plus précisément des services, qui veut me contacter pour discuter avec moi. Alors je dis bon, pas de problème, on va se voir dans un lieu public. Donc j'ai donné un rendez-vous dans un café. Alors évidemment, on a discuté et il m'a demandé quand même de faire preuve de responsabilité parce que voilà, la situation étant fragile en Algérie, qu'il n'y aurait absolument rien à gagner à sortir un livre qui pourrait inciter les gens à se révolter, etc. Et il m'a dit non mais c'est pas tout, on va vous dédommager. Ah bon? Et je dis mais vous êtes sérieux? Elle me dit oui, je suis très sérieux, on va vous donner 1 million d'euros. Et là, je regardais comme ça, je dis non mais il est en train de se foutre de ma gueule. 1 million d'euros pour un livre. Je dis non mais c'est génial. Et donc il a cru que j'allais accepter. Je dis mais c'est formidable. Je dis mais si Bouteflika me fait un virement de son compte personnel vers mon compte personnel en toute transparence, j'accepte. Et j'ai commencé à rire. Elle dit non, attendez, il faut être sérieux, on va discuter de ça, etc. Je dis mais vous êtes fous. Vous vous rendez pas compte que tout n'est pas monnayable. En 2011, le peuple algérien n'aura pas son printemps arabe. Il va prendre sa revanche en 2019.
3e semaine de manifestation. Le Hirak s'accélère. Ce vendredi 8 mars, hasard du calendrier, c'est aussi la journée de la femme en Algérie. Les femmes algériennes se réapproprient elles aussi l'espace public. C'est extraordinaire. Là, tout bascule le 8 mars. Le 8 mars, depuis l'Algérie socialiste, c'est la journée internationale de la femme. C'est une fête qui avant était organisée par le parti unique et qui sentait bon la naphtaline. Là, ça redevient une fête populaire. C'est un vendredi. Et les femmes descendent en masse. Et surtout, elles descendent grand-mère, mère, fille, petite-fille. Un jour historique pour l'Algérie. Grâce à sa jeunesse, elle a réveillé tout le pays. C'est-à-dire qu'on avait la moitié de la société qui descendait dans la rue, qui disait « pas question que l'histoire s'écrive sans moi, pas question qu'on aille de l'avant sans moi ». C'était incroyable à voir. Hein. Moi, je me souviens, je parlais à des cousines, à des amis, à ma mère, à ma sœur. Pour elles, il n'était pas question de rester une minute à la maison. Il fallait sortir, il fallait marquer le point. Le 8 mars, c'est la première grosse manifestation qui envoie un signal à l'international, des milliers de femmes, peut-être des millions dans les rues d'Alger. C'est un moment charnière parce que se poser la question entre le 22 février et le 8 mars de savoir si les islamistes n'allaient pas faire main basse sur le mouvement. À partir du moment où vous avez un gros contingent de femmes dans la rue, voilées, pas voilées, ce n'était même pas la question, c'était elles qui étaient au cœur de la manifestation. Ça a tout de suite donné une légitimité à l'extérieur de l'Algérie à ce qui se passait à ce Hirak. Parmi les renforts, des femmes qui ont marqué l'histoire algérienne. Jamila Bouhired est une ancienne moudjahida, une combattante de la guerre d'indépendance. À 84 ans, elle participe à quasiment toutes les manifestations contre un homme de sa génération qui a lui aussi combattu contre la France. Vous avez vu Bouteflika? Il dit « Je suis l'Algérie tout entière ». C'est vous l'Algérie tout entière. Vous êtes l'Algérie tout entière. Bouteflika, si tu savais, il n'y a pas plus lâche. C'est un peu heureux. Les femmes algériennes ont toujours été au combat. À la guerre de libération, elles sont sorties en nombre. Elles ont fait leur première association de femmes en 1947. Elles ont porté les armes, elles ont tiré, elles ont soigné, elles ont nourri, elles ont tout fait, toutes les fonctions. Et on voit cette interconnexion entre deux générations que tout sépare finalement en termes de ton, et je crois que 70 ans d'intervalle. Cette connexion a permis aussi aux révolutionnaires d'être rassurés, c'est-à-dire de se dire finalement on est dans la même lignée de la libération nationale. On s'est libéré du colonialisme, aujourd'hui on se libère de ce qui est venu après, c'est-à-dire la dictature. Ça a donné cette caution historique et morale à la révolution. Des hommes, des femmes, toutes les générations réunies. Le 8 mars, c'est l'Algérie tout entière qui se retrouve dans la rue, main dans la main. C'était un moment incroyable. Vraiment un moment incroyable parce que les Algériens ont fait corps. Voilà, les islamistes étaient à côté de féministes, des barbus qui chantaient Jazer, Hora, Démocratia, Algérie libre démocratique. C'est le slogan des laïcs qui était chanté par les islamistes à la sortie des mosquées. Les gens allaient faire la prière avec le drapeau algérien. Voilà, il y a des choses, des vieilles dames en chaise roulante qui étaient dehors, des bourgeoises incroyables avec leurs sacs qui défilaient avec les jeunes supporters de Bablouad et de Belcourt. À 19 ans, Meryem fait partie de cette génération qui n'a connu que Bouteflika comme président. Le 22 février, ses parents l'ont empêché d'aller manifester. On ne savait pas ce qui allait se passer, du coup mes parents, pour m'empêcher, ils m'ont emmené en Kabylie, donc pour être sûr que j'ai pas cette manifestation. Mais depuis, elle ne rate aucun moment de ce Hirak qui a désormais un sous-titre, la révolution du sourire. Chaque vendredi, Meryem, étudiante en communication, immortalise cette union nationale en photo, mais surtout avec une vidéo. Ce jour-là, d'une terrasse,
Elle filme 2 cortèges venus de quartiers différents qui forcent des barrages de police pour un câlin géant. Et c'est là où les manifestants, comme je les ai appelés, un câlin populaire. Donc il y avait les manifestants de la rue des Douche-Malades et les autres de Babouette qui se sont retrouvés comme 2 vagues de manifestants. C'était impressionnant. Pour moi, c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais filmée. Enfin, aussi belle. Pour cette journée du 8 mars, le nombre de manifestants dans tout le pays atteint plusieurs millions de personnes. Face à ce raz-de-marée, les autorités hésitent à décréter l'état d'urgence. Pour l'instant, Abdelaziz Bouteflika ne compte pas lâcher le pouvoir. Mais 2 jours plus tard, coup de théâtre. Le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, prend de nouveau la parole et, surprise, il soutient le mouvement populaire. L'armée nationale populaire partage les mêmes valeurs que le peuple. L'armée et son peuple sont liés par une affection, une solidarité et un amour réciproque. Ils partagent une vision commune pour l'avenir de l'Algérie. À partir du moment où il a vu que le rapport de force s'est complètement inversé, il n'y avait aucun moyen pour eux d'avancer avec la même politique, il a commencé à lâcher et il a pris la parole pour dire voilà, on a quand même les mêmes aspirations. À partir de ce moment-là, il était évident que le régime Bouteflika ne pouvait plus tenir. Une fois qu'il a perdu en fait l'appui franc de l'armée, il a dû se dire c'est le moment de négocier. Le lendemain, Abdelaziz Bouteflika, que certains pensaient mort, apparaît à la télévision après 15 jours à l'hôpital de Genève. Abdelaziz Bouteflika tient encore, ne démissionne pas pendant ces quelques semaines. Parce qu'on l'aide sans doute à ne pas démissionner. Ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura peut-être jamais, parce que c'est compliqué, c'est quel était le seuil de lucidité du président Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qu'il comprenait, qu'est-ce qu'il pouvait comprendre, même des fois des difficultés de déplacement. Qu'est-ce qu'on lui disait qui se passait? Je pense qu'à ce moment-là, il n'est plus qu'une figure iconique, si l'on veut, mais certainement plus une figure active. En coulisses, le clan Bouteflika, lâché par la puissante armée, tente de garder la main et prépare sa riposte. Ce soir-là, les médias reçoivent une lettre signée de la main du président qui annonce le report de l'élection. Dans une lettre adressée à la population, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, annonce le report de l'élection présidentielle, en réponse aux demandes du peuple algérien. Et il annonce qu'il renonce à sa candidature au 5e mandat. Abdelaziz Bouteflika ne se représentera pas, mais garde encore le fauteuil pour une durée indéterminée. Le frère de Bouteflika, Saïd Bouteflika, qui au final était un peu le régent du régime, il voulait coûte que coûte trouver une solution et je pense que ça vient de lui, cette histoire de puisque vous refusez le 5e mandat, on va juste prendre le temps de prolonger d'1 année à peu près et faire une conférence nationale, on va demander à tout le monde de venir. Ah, c'était le coup de Jarnac. Ce moment-là, les gens ne savaient pas comment réagir. Est-ce que c'est sincère ou est-ce qu'ils veulent nous avoir? C'est un coup de bluff. Et vite, rapidement, les Algériens se sont rendus compte de l'arnaque. Ah non, 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 non. Pas de 5e mandat. On ne demande pas à ce que Bouteflika renonce. On lui demande de partir. Si on se tenante immédiatement. En fait, on avait compris que c'était... que le pouvoir était vraiment au bout de ses capacités. Il voulait gagner un peu de temps pour se retourner. Avec ce coup de Jarnac, Saïd Bouteflika va, sans le vouloir, pousser son frère vers la sortie, plus vite que prévu.
عبد العزيز بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة في رسالة إلى الأمة. La première revendication du Irak est satisfaite. La rue célèbre sa victoire. Mais les manifestants le savent, ils ont gagné une bataille, pas encore la guerre. Les Algériens fêtent leur victoire. Soudain, un homme va s'incruster dans le duplex d'une journaliste, mais surtout dans l'histoire du Irak. Non, c'est pas vrai. On n'est pas satisfait. Ils ont remplacé un pion par un autre pion. Qu'ils se cassent tous. Qu'ils se cassent tous. C'est incroyable comme scène. Il y a une journaliste de médias étrangers qui filme, qui raconte que les Algériens sont heureux, contents, et on voit le jeune rentrer dans le champ de la caméra. Et on sent que la journaliste a peur à ce moment-là de ce qui peut se passer, du dérapage. Et en réalité, ce jeune, il est à l'image du Hela qui vient juste délivrer un message politique. Pour dire non. On n'est pas content, on est en colère, on ne change pas un pion par un pion et qu'ils s'en aillent tous. Et mon message, c'est qu'ils dégagent tous, qu'ils s'en aillent tous, avec ce geste. Le slogan en arabe, c'est devenu un slogan de la rue, ça. Ça devient viral et ça devient le slogan de la contestation. Il devient presque une idole, ce jeune, avec sa photo détourée qui apparaît dans les affiches. Il lance un mot d'ordre à ce moment-là qui est, en fait, il a résumé le dégagisme en quelques mots. C'est pas Abdelaziz Bouteflika ou un tel qui gère le pays. C'est ce qu'on appelle le système. C'est lui qui gère le pays. C'est pas une personne ou deux. Ce jeune homme, avec son slogan, va élargir la cible du Irak. C'est désormais ce que les Algériens appellent le système qui doit dégager. Le système, c'est les relations incestueuses entre le pouvoir de l'argent, le pouvoir politique, le pouvoir sécuritaire et le pouvoir militaire. Voilà, c'est ça le système. C'est une relation complexe, c'est un magma qui est constitué de plusieurs pôles et qui sont dans une logique à la fois clanique et mafieuse et dont la vocation, c'est de manipuler les masses à l'intérieur, de manipuler l'extérieur et de veiller à préserver le financement du régime selon leur logique à eux. Pour sauver la peau du système et de son clan face à la rue, fin mars, Saïd Bouteflika joue une ultime carte. Ce qui précipite la chute d'Abdelaziz Bouteflika, c'est une initiative prise par le frère. Alors, Abdelaziz était-il au courant faudra recouper et faire ce travail-là, mais Saïd Bouteflika prend une initiative qui est celle de préparer, de son côté, un plan B. Ce plan B, c'est Yamin Zerwal. Yamin Zerwal est un ancien président qui a la cote dans l'opinion publique. L'idée de Saïd lui demandait de gérer une période de transition. Bouteflika reste, on fait une période de transition et on nomme un premier ministre qui serait le vrai président, le vrai chef d'État et qui serait acceptable par la rue. Pour convaincre Zerwal, Saïd fait appel au général Toufik, l'un des hommes les plus redoutés d'Algérie. Pendant 25 ans, il a dirigé les tout-puissants services secrets algériens. C'est lui, sur cette photo, qui arrive pour une réunion secrète chez l'ancien président Zerwal. Une réunion est organisée entre Yamin Zerwal et l'ancien chef des services secrets, le général Toufik. Les deux hommes se rencontrent et le général Toufik explique à Yamin Zerwal qu'il est mandaté par Saïd Bouteflika pour lui demander de gérer une période de transition à la condition de mettre à la retraite Ahmed Gaïd Salah. Saïd Bouteflika pose une condition non négociable.
se débarrasser du chef d'état-major de l'armée qui s'est rangé derrière le Irak. Petit problème pour le clan Bouteflika, ces tractations secrètes vont arriver aux oreilles de Gaïd Salah. Le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, sachant qu'il y avait un coup de Trafalgar qui se préparait contre lui, a accéléré, lui, les choses. Sentant que Saïd est en train de manigancer pour le vider, Gaïd Salah dit « Bon, maintenant, c'est lui ou c'est moi, donc... Le chef d'état-major vit ce moment-là comme une trahison. C'est là que l'alliance est décellée. C'est là que la démission d'Abdelaziz Bouteflika devient inévitable. C'était une semaine où c'était un couteau tiré dans le sérail entre le chef d'état-major et la présidence, le frère du président, qui était en alliance avec l'ancien chef des services de renseignement, le redoutable général Toufiq. C'était à la fois intéressant mais révoltant, c'est-à-dire de voir ceux qui avaient les rênes du pays finir de cette manière, s'entortuer de cette manière. C'est-à-dire, on voyait finalement à quel point ce n'était pas l'État qui les intéressait. C'était leur pouvoir. Et tout ce que ce pouvoir procure en termes de privilèges. Le chef de l'armée, Gaïd Salah, trahi et désormais seul face au Irak, va sceller le sort d'Abdelaziz Bouteflika. C'est bientôt la fin d'un règne qui dure depuis 20 ans. Le matin du 2 avril 2019, les journalistes comprennent que l'épilogue est proche. Le 2 avril, on est tous surpris d'apprendre qu'une nouvelle réunion est organisée par l'état-major. Et puis commence à fuiter un certain nombre d'infos. Il n'y a pas que l'état-major, il y a aussi les chefs des régions militaires, il y a aussi le responsable de la garde présidentielle. À la mi-journée, Gaïd Salah apparaît entouré de l'armée algérienne au grand complet. L'image sonne comme un avertissement. À partir de ce moment-là, le président Bouteflika n'a plus le moindre soutien militaire. Et tout ça, c'est des signaux pour les journalistes et pour les observateurs de la vie politique algérienne. C'est des signaux parce que qu'il y ait le chef de la garde présidentielle, par exemple, eh bien, ça veut dire que le président est nu, qu'il n'a plus de sécurité autour de lui. Le chef d'état-major s'adresse alors directement au clan Bouteflika. Depuis le début de cette crise, la volonté de l'armée est de veiller à la protection du cadre constitutionnel, de la sécurité du pays et du peuple contre un gang mafieux qui s'est approprié de façon illégale les ressources du pays et du peuple algérien. Il demande ensuite fermement l'application de l'article 102 de la Constitution. En cas de maladie grave et durable, le Parlement peut déclarer l'état d'empêchement du président algérien. C'est le coup de grâce. À ce moment-là, le chef d'état-major coupe la tête au président, à son frère. Ce qu'on nous raconte par la suite, c'est que l'état-major était prêt à envoyer, si besoin, les chars à la présidence. Parce que les rumeurs qui étaient à Alger, à ce moment-là, c'était un scénario à la 65 avec le candidat de Boumediene. Donc les chars vont débarquer à Zeralda, donc à la résidence médicalisée de Bouteflika. Le communiqué du ministère de la Défense, qui part à l'issue de cette réunion, demande au chef d'État de remettre immédiatement sa démission. Immédiatement. La réunion se termine vers 17h, comme la manifestation du jour. En cette fin d'après-midi, Bouteflika est reclus avec ses frères dans sa résidence de Zeralda. Le président algérien ne va pas attendre les chars. À 20h, il apparaît au Conseil constitutionnel pour remettre sa démission sans prononcer la moindre parole. Et arrive la séquence, la fameuse séquence au Conseil constitutionnel, Bouteflika ramené d'urgence avec dans sa djellaba. On lui a même pas laissé le temps de mettre son costume. Et là, il tend une lettre tremblotant. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans sa lettre? Et c'est la fin de sa présidence. Il donne la lettre au président du Conseil constitutionnel qui est là, qui était un de ses obligés. Ils étaient tous, on dirait qu'il y avait un poids sur eux.
que c'était vraiment une marche forcée. Et l'image, il faisait ça avec les flingues des militaires derrière le dos. Donc c'était une image assez surprenante de la fin du règne. Cette image de cet homme affaibli que vous avez connu, dans cette tenue traditionnelle, ça dit quoi pour vous, cette image? C'est un homme qui n'aurait pas dû être là, quoi. Il aurait dû être ailleurs en train d'être soigné, c'est tout. Donc c'est une image de compassion plutôt. Il n'y aurait jamais dû y avoir de 5e mandat, c'était une absurdité. Déjà, le 4e mandat, Bouteflika n'est pas pleinement conscient pendant ces 5 années, vu qu'il a fait un AVC en 2013 qui l'a laissé durablement impotent. Donc il n'y avait pas de raison d'aller au-delà. Ce qui était incompréhensible, c'était l'acharnement, la résistance entêtée à se maintenir au pouvoir. Probablement d'ailleurs encouragé par les forces qui l'entouraient. Ce jour-là, on s'est dit, finalement, quelle belle revanche. Finalement, c'est nous qui sommes là, le peuple, on est là, on est resté, et c'est lui qui part, et de cette façon. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un homme qui voulait mourir au pouvoir. Bouteflika avait imaginé une fin glorieuse, et il a eu une fin pitoyable. Sa démission était une sorte de... À un moment, on a respiré. On n'a pas réfléchi tout de suite à ce qui va se passer après. C'était pas important. Le plus important de ce moment-là, c'est la démission.